Voilà, nous sommes de retour ici au siège MNTV, ici à Wenzé Manzanza, et le débat continue. C'est est-ce que les déclarations de Robert Bourgi peuvent être prises au sérieux? Et j'espère que cette fois-ci, Maître Malonga a vu, je lui ai montré les SMS. On envoie les SMS en disant qu'il désoriente le débat. C'est une émission en direct. Ce n'est pas le cas où j'ai eu Maître Malonga l'autre jour. Il m'avait dit qu'il avait un site web. Je n'ai pas vu, je peux encore reconsulter parce que je peux consulter s'il veut. Bon, on va faire un débat prochainement sur les finances et là, Maître Malonga viendra nous montrer tout cela et parler de cela. Alors, Maître Malonga, avant qu'on ne parte, je crois que vous avez la parole. Avant de vous interrompre. Oui, j'avais fini. Vous avez fini. Vous avez presque fini. Bon, avant, je passe à un journaliste avant de revenir sur vous. Alors, Alphonse, vous avez suivi, est-ce que c'est vrai qu'en dehors de ces déclarations cachent d'autres ambitions de la France? Parce qu'on a vu que, par exemple, pour le renversement du régime de Tripoli, c'est la France, Grande-Bretagne qui ont pris le chemin. Ça ressemble vraiment au système colonial de l'époque qui recommence encore, n'est-ce pas? Bon, pour mieux répondre à cette question, il faut d'abord caractériser le personnage de Bourgi. Je relisais encore Insisson Logla, les 100 derniers jours du maréchal Mobutu, du conseiller spécial Honoré Mbanda, qui décrivait vraiment Bourgi comme un escroc politique qui a soutiré pratiquement 10 millions de dollars au feu le maréchal Mobutu Sese Seko. Je ne crois pas que cet agenda caché auquel a fait allusion le ministre Akwala puisse s'appliquer sur nos pays. Il faut que je vous le dise, Monsieur Smith, que dans les années 90, avec la chute du mur de Berlin, l'Afrique noire, les pays de l'Afrique au sud du Sahara ont connu leur printemps. Et aujourd'hui, c'est autour, n'est-ce pas, du monde arabe de connaître son printemps, pour la simple et bonne raison qu'ils n'ont pas pu faire des transitions démocratiques. Et si Bourgi, comme je l'ai suivi, n'est-ce pas, à RFI, puisqu'il faut qu'on cite le nom de la station, a eu à dire que tel président, il a déjà fait pratiquement 30 ans, et que, évidemment, le printemps arabe qui est en train de se passer aujourd'hui finira par glisser sur le continent noir, j'en doute. Il faut plutôt reconsidérer les choses en constatant tout simplement que Bourgi roule certainement pour quelqu'un en France. Je ne sais pas trop, suivez mon regard, parce que Bourgi, vous allez voir qu'après la tonitruante affaire de M. Desca, qui le met knock-out de toute compétition, n'est-ce pas, à l'Élysée, j'ai l'impression que c'est ce qui constitue un peu une menace pour l'actuel locataire de l'Élysée, qui sont un peu pris à charge par M. Bourgi. M. De Villepin ne cache pas son intention, après avoir été blanchi dans l'affaire Clestream, de se présenter à la présidentielle. Donc il peut occasionner l'émiettement des voix au sein de l'UMP. Marine Le Pen, c'est vrai qu'elle bénéficie encore d'une certaine virginité politique, mais M. Bourgi présente son père comme ayant également reçu des financements occultes, ce qui évidemment a tendance à vouloir discréditer dans le Front National. Et j'ai l'impression que dans tout cela, c'est un peu une histoire franco-française dans laquelle on veut certainement se servir de l'Afrique pour que, à l'approche de cette échéance présidentielle en France, que évidemment des gens puissent être présentés comme des moutons noirs. Et je ne crois pas que l'Afrique francophone, pratiquement 30 ans, 25 ans après ou 15 ans après, que nous ayons pris le train de la démocratie, que nous soyons des pays à orientation démocratique, puissent vivre ce qui se passe ailleurs. Je ne suis pas certain que le peuple suivra ce genre de choses, puisque nous avons quand même la liberté d'expression. La preuve ici, M. Smith, nous parlons aisément, ce qui n'était pas chose aisée ou facile lorsqu'on repart dans les années 80. Donc les Arabes, si c'est en Libye, si c'est ailleurs, n'ont pas connu ce genre de situation. Bon, on fera peut-être une émission sur les situations de la Libye pour comprendre le bien fondé de ce que le ministre Akwala a eu à dire comme la Freedom Agenda. Voilà, oui. Je rejoins M. Roger Bukawoko sur le fait qu'il arrive que les pays africains qui, effectivement, dans leur structuration de leurs économies, n'ont pas encore réussi à construire justement des sociétés, sociétés civiles, bien sûr, j'ai dit, mais de classe moyenne. Classe moyenne, donc des personnes qui sont capables de gagner correctement leur vie et qui font vivre économiquement le pays. Et c'est sur ce socle-là que se construit, si vous voulez, la démocratie, et non sur les orientations à base ethnique comme on le voit jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, pour terminer,
le mur de Berlin tombe, c'était dans une stratégie de guerre Est-Ouest. Pacte de Varsovie contre l'OTAN. Le pacte de Varsovie a disparu. L'OTAN demeure. Pour quels objectifs? Nicolas Sarkozy ramène la France au sein de l'OTAN. Ce qui est une espèce de transgression, si vous voulez, de l'héritage de De Gaulle. Oui. Et on connaît qu'a été De Gaulle pour la France. Vous comprenez? En dehors de Napoléon. Donc je considère que la chute du mur de Berlin, ce n'était pas un hasard non plus, parce qu'elle était précédée par le discours de La Baule, où Mitterrand a carrément fait une espèce d'injonction aux pays africains. Le seul qui avait pu réagir à l'époque, c'était le roi Hassan II, parce que pays avec sa tradition, son histoire, ainsi de suite. Donc ce n'est pas fortuit. Ce n'est pas fortuit. Donc le printemps, le fameux printemps arabe qu'on veut exporter sur nos pays, c'est une stratégie que les Congolais doivent effectivement comprendre. Et nous sommes là pour ça. Ok. Alors, Monsieur Mungala, vous abondez en ce sens que c'est une conspiration ou c'est... Il dit, lui, Monsieur Ndongo, journaliste, qui dit que peut-être il n'y aura plus de révolution en Afrique noire francophone ou en Afrique noire généralement parce qu'ils ont déjà eu les leurs. Mais dans les analyses de monsieur Alain Akwala, ça semble que ça peut se refaire, hein, vous pensez? Bon, moi j'aurais tendance à considérer qu'il y a un agenda caché. Il y a deux choses différentes. Il y a quelque chose de pas sérieux, qui est un écran de fumée, qui s'appelle l'affaire Bourgi, c'est-à-dire cette histoire de mallette, qui n'a de rapport que sur les problèmes politiques internes à la France. On le dit depuis tout à l'heure. C'est éliminer définitivement M. de Villepin. Donc ça n'a rien à voir avec les enjeux qui sont nos enjeux africains ou congolais. Maintenant, il y a une dimension sérieuse qui a été évoquée par le ministre Akwala depuis tout à l'heure, qui est l'existence effectivement d'un agenda mondial qui consiste à vouloir, comment dirais-je, réaligner sur le plan géostratégique un certain nombre de pays qui ne sont, aux yeux d'un certain nombre d'intérêts financiers, pas assez sous le contrôle. Voilà là, le vrai problème. Et je vous le dis pourquoi. Allons, parlons, on parle devant le peuple, là, on ne parle pas dans Zanganda, on parle devant le peuple qui entend. Quelle est la caractéristique commune des chefs d'État dont on parle? Oh, on a beau les insulter, ils sont là depuis longtemps, ils sont vieux, ils sont je sais pas quoi. C'est justement parce qu'ils sont là depuis longtemps qu'ils ont acquis et accumulé de l'expérience d'hommes politiques, d'hommes d'État, qu'ils ont fait le tour dans leur pays de ce qui est bon et de ce qui est mal, et qu'ils tracent pour la plupart d'entre eux, et je peux parler pour mon chef d'État, le président Denis Sassou Nguesso, il trace des perspectives historiques aujourd'hui parce que ce pays se construit et se reconstruit tous les jours. Eh bien, dans ce cadre-là, il est apparu aux yeux d'un certain nombre d'officines, des intérêts financiers, disons, ou intérêts militaro-industriels, pour parler clair, que ces chefs d'État à l'expérience trop forte doivent partir, pour qu'on mette à la place des gens plus malléables, plus souples, parce qu'on veut, comprenons-le comme tel, gérer les affaires du golfe de Guinée, notamment les affaires pétrolières, avec des gens plus souples qu'on aurait installés soi-même. Regardez l'histoire de la Libye. On nous a sorti un papier qui, miraculeusement, a été démenti par tout le monde, où le CNT, c'est-à-dire le gouvernement installé aujourd'hui par les Nations Unies, qui a accepté de reconnaître la légitimité du CNT libyen, ce papier où, avant même qu'on intervienne en leur faveur, on se sont engagés. Et ça devrait, je crois, soulever l'indignation de Maître Malonga, normalement. Si c'était nous qui avions fait ça, je crois qu'il serait en train de hurler sur toutes les chaînes internationales que le Congo est un pays de mercenaires en train de brader son pétrole. Donc, ils ont accepté de donner 35% de leur pétrole d'avance, en disant, vous nous permettez d'arriver aux affaires, vous avez 35%. Ils ont démenti, mais comme on dit... Confirmation implicite de M. Juppé, qui dit, c'était à la limite logique que le CNT reconnaisse ceux qui les ont aidés, tout en démontant. Alors, je continue. Ça, c'est des choses sérieuses. Il faut qu'on dise les choses. L'affaire Bourgi n'est qu'un épiphénomène, en l'occurrence. Bon, donc c'est ça le fond du problème. C'est un problème de réalignement géostratégique où on veut des hommes plus malléables à la tête de ces États-là, qui sont gorgés de pétrole, gorgés de ressources, et d'une population jeune, une population à potentiel. On veut mettre des gens plus malléables, confère l'affaire libyenne. Et je continue, puisqu'on parle de printemps arabe, avec des décrets qui annoncent qu'effectivement il y aura un printemps subsaharien. Mais contrairement à M. Ndongo, moi je ne suis pas du tout sur la logique où les peuples sont concernés. Les peuples ne sont pas concernés. Quand ces officines décident, il s'agit d'une manipulation mondiale. Et ces officines, quand elles décident, les peuples ne sont pas appelés à la barre pour dire « que pensez-vous de cela ?» L'affaire libyenne dont nous parlons,
Mais c'est parce que on est tellement dans l'immédiat, on est tellement avec Internet, avec les outils de nouvelles communications, qu'on se dit, bon, on oublie, on a des mémoires qui oublient les événements de 10 jours avant ou un mois avant. Mais rappelez-vous l'affaire libyenne. À quel moment la résolution est-elle rendue pour autoriser l'OTAN à intervenir? C'est quand le président Kadhafi est en train de mater la rébellion. Peu importe les aspects moraux, je dis, c'est ça la réalité. Il est en train de gagner. Et c'est à ce moment-là que la résolution intervient et qu'on le pilonne jusqu'à ce qu'il perde le pouvoir. Où est le peuple là-dedans? Il n'y a pas de peuple. La rébellion n'était pas forcément majoritaire. Elle était même militairement en train de perdre pied. Oui. Donc voilà la réalité. Donc demain, quand un énergumène comme M. Bourgi vient s'exprimer, on peut croire que c'est le fou du roi qui dit n'importe quoi. C'est pas vrai. Je pense qu'il est consciemment, au-delà des aspects franco-français, il est consciemment en train de préparer l'agenda pour la période suivante, en essayant de légitimer d'avance dans l'opinion internationale où on veut délégitimer les chefs d'État concernés pour les présenter comme des voleurs, des corrupteurs, des assassins et de tout ce que l'on veut, présenter légitimement ce qui va être provoqué par ces officines-là. C'est cela. Et donc moi je trouve que cela doit être dit au peuple. Nous sommes un pays qui a souffert. Nous ne voulons pas que pour des peccadilles qui concernent d'abord la France pour les mallettes, et qu'ensuite il y ait cette espèce de réalignement stratégique au niveau mondial, que notre peuple qui a assez souffert puisse aujourd'hui connaître ce genre de choses. Monsieur Elie Smith, oui. La question qu'il faut poser quand on parle de tout cela, parce que ce n'est qu'un épiphénomène, ce pays est la deuxième économie en croissance en Afrique, vous le savez. Exactement. Ça a été publié par qui? C'est le gouvernement congolais qui l'a dit ou c'est une institution sérieuse qui s'appelle Banque mondiale? C'est la Banque mondiale. On n'est pas la deuxième économie après le Botswana. Alors, voilà le vrai problème. Pour revenir sur la Libye. Oui. Enfin, un fait d'histoire. Vous allez pas aller, Monsieur Kadhafi, on n'est pas là pour le défendre, mais nous analysons les choses en tant que citoyens en ayant quand même une certaine connaissance rétrospective de l'histoire du monde. Monsieur Kadhafi arrive aux affaires, nationalise les puits de pétrole. C'est le premier qu'il a fait. Et ça entraîne quoi? Le premier choc pétrolier de 73. Et qui entraîne quoi? L'arrêt de 30 années de croissance économique ininterrompue, les fameuses 30 glorieuses. C'est-à-dire qu'au sorti de la Deuxième Guerre mondiale, l'Europe occidentale a connu le plein emploi et a eu 30 années de croissance économique ininterrompue à 2 chiffres, avec un chômage zéro. À tel point qu'en 81, quand François Mitterrand arrive au pouvoir, il y avait 1 million de chômeurs en France. Il pensait supprimer le chômage, et in fine, on se rend compte qu'aujourd'hui que toute l'Europe occidentale, à commencer par les États-Unis, vivent avec un chômage structurel. M. Kadhafi est à l'origine de cela, parce que ces pays avaient la maîtrise du sang de l'économie mondiale, de la production jusqu'à la distribution. Petit fait d'histoire. On n'est pas là pour le défendre, mais c'est simplement des faits historiques. Okay. Voilà, ça c'est très important. Donc, ça faisait l'objet de ce débat. Non, mais M. Balou, maintenant, vous pouvez maintenant... Mais ça fait l'objet du débat, puisqu'on dit qu'il y a un agenda caché. Ils sont en train de donner l'éclaircie, le peuple. Mais ça fait l'objet du débat, justement. Alors, M. Balou... Mais c'est le noyau dur du débat. C'est le noyau dur du débat. C'est le lieu du débat comme monsieur. Oui, justement. Mais quand monsieur Bourgi dit qu'il y a des chefs d'État africains qui ont mis trop de temps au pouvoir et que le printemps arabe va souffler sur l'Afrique au sud du Sahara. Mais on est au cœur du débat, justement. Est-ce que l'objet du débat, c'est celui-là? Mais justement. L'objet du débat, c'est on a parlé des déclarations. Est-ce qu'on peut prendre ces déclarations-là au sérieux? Moi, j'ai dit oui. Oui. Alors, on est tous d'accord qu'il faut les prendre au sérieux. Donner les arguments. Mais ils sont en train de donner les arguments. Ils ont dit la même chose. Nous sommes tous d'accord qu'il faut les prendre au sérieux. C'est simplement, c'est pas le même contenu que nous donnons au sérieux. Voilà la différence. C'est sérieux, mais pas pour les raisons que vous évoquez. Voilà pourquoi c'est ça. Ce que M. Bourgi a observé,